Donc, sans plus tarder, allons-y pour notre première séance. On sait que la vie avec le cancer de l'ovaire est difficile et le fait d'avoir du soutien peut être extrêmement bénéfique. Ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Julie Bickerstaff, directrice chez Info Aidant et du transfert des connaissances à l'appui. Elle sera accompagnée de Brigitte Castonguay et Nancy Hamel, sœurs turquoise, et de leurs proches Carole Girard et Claude-Antoine Romagnon. Nos invités discuteront de l'importance du soutien dans leur parcours du cancer et comment vous et vos proches pouvez faire pour faire une différence dans votre vie. Donc, bienvenue à tous. J'inviterai Nancy et Claude d'activer leur caméra et Brigitte et Carole aussi. Super. Donc, on est toutes là. Nancy et Claude, est-ce que vous êtes là? Oui. Oui. OK. On ne voit pas. Super. Oui, on vous voit. Yes. OK. Alors, écoutez, on va commencer par une ronde d'introduction. Alors, Julie, je commence par toi. Vas-y. Alors, Julie Bickerstaff, directrice d'Info Aidant et du transfert de connaissances à l'appui pour les proches aidants, une organisation sans but lucratif basée au Québec de portée provinciale. Donc, nos activités sont principalement sur le territoire du Québec. Donc, je suis travailleuse sociale de formation et j'œuvre dans le milieu de la proche aidance depuis plusieurs années. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup, Julie. Nancy et Claude-Antoine. Bonsoir, je suis Nancy Hamel, je suis une sœur turquoise, j'habite la Rive-Nord de Montréal. Moi, j'ai reçu un diagnostic du cancer de l'ovaire de stade 4 en octobre 2020. J'ai subi une première opération où est-ce qu'on m'a retiré une masse de 19 livres. J'ai reçu 6 traitements de chimio, une deuxième opération et j'ai eu aussi la chance là, de bénéficier d'un traitement d'entretien qui fait partie un peu là, des recherches parce que c'est quand même assez nouveau. Ça a permis là, de stabiliser la maladie là, pour une période d'environ 2 ans. Par contre, j'ai appris la semaine dernière là, que la maladie a progressé. Je dois débuter des nouveaux traitements, mais mon moral est super bon. Je suis persuadée que toute cette force-là et le moral que j'ai, c'est beaucoup grâce à tout le soutien que j'ai, soit d'une part de l'équipe du CHUM, où est-ce que j'ai une équipe soignante compétente. J'ai aussi un réseau solide, familial et d'amis exceptionnels. Parmi ces gens-là, il y a Claude-Antoine, mon conjoint, que je laisse se présenter. Oui. Bonsoir, Claude-Antoine. Je suis l'époux de Nancy depuis 25 ans. Vous pouvez imaginer que c'est la plus grosse épreuve qu'on a eu à vivre ensemble à travers cette période remplie de restrictions dues à la COVID. J'ai tenté le mieux possible d'accompagner nos 2 enfants, de soutenir Nancy autant moralement que physiquement. Par chance, on se connaît bien, puis il a été facile pour nous de communiquer. Ça nous a permis de comprendre ses besoins, de tenter de l'accompagner le mieux possible à travers les épreuves. Bonsoir. Merci beaucoup, Nancy et Claude-Antoine. Brigitte et Carole, à vous. Moi, je suis une sœur turquoise, Brigitte. On vient de la ville de Timmins, en Ontario. On est francophone. Nous sommes aussi situés 8 heures nord de Toronto. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 58 ans, 6 jours avant ma fête. Et puis, je suis une personne assez tolérante au mal. Et puis, je jardinais. Je levais des roches assez pesantes, lourdes. Et puis, j'ai eu comme un petit zap sur mon côté droit. Je me suis dit, c'est normal, ça doit être juste un miss qui a étiré. Par contre, plus tard, durant la journée, je m'étais assis les jambes croisées. Puis je m'ai regardée, je me dis, wow, c'est plus qu'une bédaine, ça. C'est plus gros que quand j'étais enceinte de mes enfants. Je me suis dit, il n'y a rien là, je vais continuer. Puis mon mari me dit, non, on va aller à l'urgence. J'avais déjà un rendez-vous à l'horaire avec mon médecin de famille.
dans le prochain mois. J'ai dit, je vais être capable d'attendre, mais mon mari m'insistait d'aller à l'urgence. J'ai dit, OK, let's go, direction hôpital, on va voir. Puis à l'urgence, ils m'ont annoncé que j'avais le cancer de l'ovaire. J'étais assise sur le lit. Je l'ai tout à fait accepté. Par contre, mon mari a pris ça difficile. Il pensait de me perdre. C'est important aussi d'accepter cette nouvelle-là parce que durant mon cheminement, j'ai été vraiment positive. Oui, j'ai eu des accrochages, mais en étant positive et en ayant Carole comme ma soignante, ça a bien été. J'ai aussi eu une chirurgienne que je m'ai portée confiante à elle à 100%. Après la chirurgie, elle m'a dit que j'avais un tumeur qui était la grosseur d'un ballon de panier. Tout a bien été. Tu peux prendre la relève. Oui, tu vois, c'est ça que je fais des fois, je prends la relève. Ensuite, ben, c'est ça. Pour tout de suite, c'est bon. Tu t'es bien présenté. C'est correct. C'est super, c'est parfait. Donc, merci pour cette introduction, puis de t'ouvrir à nous. Je sais que c'est pas évident. Donc, merci pour ce que tu nous as partagé. Julie, je te laisse débuter la présentation et je vais intervenir. Oui, Carole. Moi, je veux vous parler. Oui. Carole, vas-y, je m'excuse. C'est simple. Non, c'est très simple. Je suis la belle-sœur de Brigitte. Comme elle a dit tantôt, mon frère est un peu genre nerveux. En tout cas, il y a eu un peu de difficulté à gérer ça. Donc, j'étais un petit peu... on s'est croisés sur le chemin après qu'elle a eu la nouvelle et puis je me suis sentie dès le diagnostic que c'était important que je sois là. Elle ne devait même pas le demander, elle m'a pris par le bras puis elle me l'a annoncé. Et le reste, c'est ça. J'étais là pour elle presque à chaque étape. Et pour mon frère. Ah oui, pour ton frère aussi. Ouais. Mais merci. Désolée, là, je voulais pas. Alors, Julie, je te laisse commencer la présentation et je vais intervenir pendant ta présentation. Très bien. Laissez-moi quelques secondes pour partager mon écran. Et Nouma, est-ce que tu es capable de me dire à partir de quand on voit l'écran? Oui, on voit l'écran. Très bien, on voit la super. présentation. Donc, un grand merci à Renouma et à Cancer de l'ovaire Canada de me donner l'opportunité de parler de ce que vivent les personnes proches aidantes. Je suis proche aidante de ma maman, mais je n'ai pas le même vécu que les gens qui sont avec nous ce soir. Donc, j'espère apporter certaines informations pertinentes, mais il n'y a rien comme des personnes proches aidantes pour nous parler de ce qu'elles vivent. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi ce soir d'être accompagnée de Brigitte, de Carole, de Nancy et de Claude-Antoine. Donc, encore une fois, merci à Renouma et à ton équipe. Donc, j'aime toujours débuter mes conférences en citant Mme Rosalynn Carter, première dame des États-Unis à une autre époque. Elle a déjà dit qu'il y a 4 types de personnes dans le monde, ceux qui ont été proches aidants, ceux qui sont présentement proches aidants, ceux qui seront proches aidants et ceux qui ont besoin d'aide. Alors, c'est une parole remplie de sagesse. Le portrait de la proche aidance est multiple et varié. Ici, comme vous le voyez, vous avez plusieurs visages de la proche aidance. Une fille qui s'occupe de sa maman âgée, qui commence à avoir de la difficulté à payer ses comptes et qui a de la difficulté à faire ses transactions par Internet. Un conjoint qui prend soin de sa femme atteinte de la maladie d'Alzheimer. Une maman qui prend soin de sa fille de 20 ans vivant avec un lourd handicap. Vous êtes plusieurs ici ce soir à être ou à avoir été des personnes proches aidantes, en plus de votre rôle de conjoint, d'amis, de belle-sœur. Donc, vos réalités sont multiples et variées, comme le sont l'ensemble des personnes proches aidantes.
Sur un plan plus statistique, si on veut, dans le fond, quand on essaie de voir c'est qui les personnes proches aidantes, il y en a combien. Donc, au Canada, c'est quand même 7,8 millions de personnes proches aidantes en date de nos statistiques qui datent de 2018. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes proches aidantes qui nous entourent. Ce sont des personnes qui fournissent sans rémunération des soins et du soutien. Ponctuel ou régulier. Ça ne veut pas dire que ça peut durer quelques semaines, quelques mois, ça peut durer des années. Donc, il y a une temporalité dans cette réalité-là. Ils offrent du soutien à des proches ayant une ou, des fois c'est à une personne, des fois c'est à plusieurs personnes et qui ont une ou des incapacités, qu'elles soient temporaires ou permanentes. Et ça, peu importe l'âge de la personne aidée. Ça peut être un enfant, ça peut être un jeune adulte, ça peut être une personne vieillissante, ça peut être un adulte. Donc, peu importe le milieu de vie. C'est pas. Des fois, les gens pensent que pour être proche aidant, il faut qu'on prenne soin d'une personne vieillissante qui vit dans un CHSLD. Ce n'est pas le cas. Donc, il y a vraiment des proches aidants un peu partout dans nos communautés. Elles soutiennent des conjoints, des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs, des beaux-parents, des amis, des voisins. Donc, c'est vraiment tout autour de nous. Quand on regarde encore une fois les statistiques, que ce soit au Québec ou au Canada, il y a certaines données qui ressortent. Il y a un peu plus de femmes proches aidantes que d'hommes. Ça, c'est statistiquement démontré, mais les hommes sont bien présents et ils prennent soin de leurs conjointes, ils prennent soin de parents vieillissants, ils prennent soin de sœurs, de frères. Donc, les hommes sont quand même sont bien présents dans le rôle de proche aidant. La majorité des personnes proches aidantes ont entre 45 et 64 ans. C'est là qu'on voit la plus grande quantité de personnes qui jouent un rôle de proche aidant. Mais il faut aussi garder dans notre esprit qu'il y a des jeunes personnes proches aidantes. Il y a des enfants qui prennent soin d'un parent, qui traversent des périodes difficiles. Il y a des personnes de 75 ans qui sont proches aidants de leur conjoint aussi vieillissant. Alors, ces gens-là vont aussi rencontrer certains défis compte tenu de leur âge, de leur jeune âge ou de leur âge plus avancé. D'autres éléments qui ressortent des statistiques, c'est le fait qu'il y a quand même 50% des personnes proches aidantes qui travaillent plus de 30 heures par semaine, ce qui fait émerger, vous l'imaginez bien, des enjeux de conciliation, travail, famille et soins à un proche. Ça complexifie notre quotidien. Quand on travaille à temps plein et qu'on traverse une période très exigeante en termes de prendre soin de quelqu'un de malade près de nous. Un fait qui pourrait vous étonner, mais qui statistiquement, la majorité, une vaste majorité de personnes proches aidantes ne cohabitent pas avec la personne aidée. Ça aussi, il peut y avoir des avantages, mais il peut y avoir des inconvénients en termes de distance, en termes de proximité, en termes de capacité à aider quand on est à des kilomètres de nos proches qui ont des besoins de soutien. Dans le soutien qui est apporté, il y a un peu plus du quart des personnes proches aidantes qui offrent plus de 5 heures de soutien par semaine à la personne aidée. Et le top 5 des types d'aides qui sont offerts comprend l'accompagnement à des rendez-vous médicaux. Je suis certaine, on en a déjà entendu des témoignages juste d'entrée de jeu avec la présentation de mes collègues panélistes. Le soutien émotif est également un rôle que les personnes proches aidantes jouent auprès de la personne aidée. Le transport, les tâches administratives et l'aide aux courses. Comme on vient de le voir, les personnes proches aidantes vont réaliser différentes tâches puis vont jouer différents rôles. La personne proche aidante est souvent un peu le chef des opérations. C'est la personne qui se charge de coordonner, de trouver des solutions, compte tenu que la personne aidée traverse une période de plus grande vulnérabilité. En plus du top 5 dont je viens de vous parler, il y a aussi l'administration de la médication ou des soins qui peuvent être parfois extrêmement exigeants, les travaux domestiques, l'entretien du logement, du terrain, toutes sortes d'autres tâches qui s'accumulent et s'ajoutent à nos autres responsabilités de la vie quotidienne. Donc, voici pour un petit premier tour d'horizon. Je cède la parole à Renouma. Merci beaucoup, Julie, de nous présenter ce portrait global des proches aidants. Donc,
moi, j'aurais une question pour Carole et Claude-Antoine. Donc, commençons par Carole. Comment vois-tu ton rôle d'aidant? Ma question est comme en deux parties. Puis, le mot soutien, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Bien, mon rôle, mon rôle est il y a beaucoup de rôles à prendre. Ça dépend où on est rendu. Dès le début, c'est l'écoute. C'est l'écoute, c'est de prendre des notes, c'est d'y aller au rendez-vous et de prendre des notes et poser des questions. Et même parfois, notre langue, nous, c'est le français quand même en Ontario et les médecins, la plupart, c'est en anglais. Alors, parfois, les mots ne viennent pas. Donc, parfois, j'étais même comme genre traductrice ou juste porte-parole. Parfois, elle n'avait juste pas la force. Puis elle disait, ben, tu fais juste lui redemander ça. Puis, en tout cas, les médecins étaient exceptionnels. Les professionnels étaient très patients et très accueillants. Alors, plein de choses. Prendre des notes, poser des questions, quoi d'autre. Valser sans être trop envahissante. Toujours avec tact et dignité, s'assurer que la personne, parce qu'on peut montrer à quelqu'un comment pêcher ou on peut pêcher pour la personne, puis alors il y a une différence, comme le proverbe chinois dit. Alors c'est important d'être là, mais pas trop. Puis... Et comment je m'excuse, je t'interromps parce que je trouve ça super intéressant, mais comment tu trouves l'équilibre, mettons, entre être là, mais pas être trop envahissante? C'est ça. Bien, je pense qu'on avait une chimie, on avait une complicité. C'était rendu au point comme un vieux couple marié, là, tu sais. On se regardait, comme j'imagine la fois que la chirurgienne a dit, Brigitte était à l'hôpital, à notre hôpital ici, à Timmins, et puis elle avait un rendez-vous pour faire enlever la masse. Mais elle était très, très faible, elle n'était pas bien. Puis là, on a eu notre rendez-vous comme ça, à l'hôpital, Zoom. Là. Puis la chirurgienne oncologue a dit, parce qu'elle est encore à l'hôpital, j'ai dit, elle est très faible. Elle a dit, normalement, si la patiente est trop faible, on ne fait pas la chirurgie et on commence tout de suite les traitements chimio. Tout de suite, on s'est regardé, j'ai vu les épaules de Brigitte, c'était non, c'était pas négociable. Alors là, on s'est regardé et on a dit, OK, on ne dit pas à quel point tu te sens pas bien parce qu'elle est très fière, puis elle paraissait bien, puis en tout cas, ça, c'était juste l'écoute puis le regard, juste de capter l'instinct, je pense. Merci beaucoup. Et toi, Claude-Antoine, comment tu vois ton rôle d'aidant et qu'est-ce que ça veut dire le mot soutien pour toi? Ben, dans mon cas, on est en période de COVID, fait que je me sentais réellement impuissant. Je n'étais pas avec elle lors de l'annonce de son diagnostic, puis je savais qu'elle avait besoin de sa famille proche dans un moment comme ça. On a vite créé un team avec les enfants pour organiser des moments, faire des soupers en Zoom, pour pas qu'elle se sente trop seule à l'hôpital pendant son opération, ses traitements. Elle a été opérée plusieurs jours, elle a été hospitalisée plusieurs jours. Mon rôle a évolué selon les besoins et les étapes que Nancy vivait, je pense. Exemple, lors de l'opération ou ses traitements de chimio, je me sentais plus comme un soignant. Si je faisais de l'accompagnement, y apporter les médicaments, l'alimentation, les repas, gérer les tâches quotidiennes, bien pour moi, ces types de tâches-là, j'étais plus comme une personne aidante. Puis il y a eu des épisodes où je me sentais plus comme un soutien. Pour moi, soutenir, ça signifie plus moral. J'écoutais ses angoisses, je tentais de la rassurer puis de rester positif, sans condition, évidemment. Alors, c'était un peu comme ça, je voyais ça. Merci beaucoup, Claude-Antoine. Et si je pose la même question à Brigitte et Nancy, je vais commencer par Brigitte. Ça veut dire quoi le mot soutien pour toi? Le soutien pour moi, c'était avec Carole. Elle était toujours à l'écoute. J'avais aucun honte de dire qu'est-ce que j'avais à dire, de mes soucis, de qu'est-ce qui m'achalait. Même au rendez-vous, j'ai dit, demande-y encore c'est quoi que ça veut dire. Répète encore. Comme elle avait le tact de demander, puis de recevoir l'information. Puis c'est important aussi de choisir la personne de soutien, parce que moi, j'étais contente que Carole me suivi du début, encore, elle me suit toujours.
on se comprend, comme juste un clin d'œil, une face, un visage, comme assez quoi. C'est comme, puis si j'aurais eu 2 personnes ou 3 durant mon cheminement, ça aurait été dur parce qu'il n'y aurait pas eu toute la même information, tandis que Carole était au courant de tout ce que mon équipe médicale disait, faisait ou avait l'intention de faire. Si je peux ajouter aussi, il y a quelque chose d'autre qu'on a fait aussi qui est au niveau le moral, pour garder son moral. Brigitte est une personne très, très, très sociable. Elle a un groupe de badminton, un groupe de volleyball, un groupe de curling, moi aussi, mais elle a plein de groupes. Alors, à un moment donné, j'étais au chalet, puis je commence à penser, oh, elle s'en va pour... Elle avait 6 traitements. C'est vraiment l'idée, là, c'était chaque fois qu'elle se rend à l'hôpital, je préparais un petit kit, là, puis je comparais ça à un voyage. Tu es en attente, tu es en escale, blablabla. Alors, des petits poèmes, toutes sortes d'affaires, des petites cochonneries. Mais là, j'en ai fait, je pense, 2 ou 3 après ça. J'ai dit, OK, wow, il faut déléguer. Alors, son groupe où elle fait du camping, son groupe de volleyball. Alors, puis là, je leur faisais un rappel, là, hey, là, vous devez, là, tout le monde, préparer un petit paquet. Puis là, les infirmières, ils ont trouvé ça bien drôle, hein? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Puis, mais elle avait son petit... Ça passe le temps. Oui. Des petites choses comme ça, puis un groupe Facebook privé, parce qu'on ne voulait pas... Mais en tout cas, moi, je ne peux pas me brûler à appeler tout le monde puis donner des nouvelles. Alors, le groupe Facebook, c'était très encourageant, très positif. Je donnais les nouvelles qu'on avait à donner. On avait aussi, quand on a fait la randonnée ou quand... C'était tout à la même place. C'était très agréable, très positif. C'était aussi éducatif pour les amis. C'est ça, oui. Super, merci beaucoup. Et toi, Nancy, qu'est-ce que le soutien veut dire pour toi? Bien, c'est sûr que il y a différentes formes de soutien. Je ne pourrais pas nommer tout ce que j'ai reçu en soutien différent que j'ai encore des flashs, justement, en me questionnant là-dessus. C'est incroyable comment les gens, tantôt à parler, là, quand il y avait eu de la chimio, ben moi, j'ai quelqu'un avant mon premier traitement qui est venu me porter une boîte cadeau avec tout ce qu'il me fallait pour ma chimio, un legging, des bas chauds, tout pour cette journée-là. Elle appelait ça mon armure de combat. Dans le fond, le soutien, il y a le côté psychologique. Au départ, j'ai eu besoin un peu psychologique parce que c'était quelque chose qui était quand même nouveau pour moi. Mais après ça, c'est sûr que Claude-Antoine, c'est mon conjoint depuis longtemps, fait qu'il me connaît, puis on est à l'aise aussi, puis j'étais capable de lui dire, ça, j'ai besoin de ça, j'ai pas, il y avait la gestion de tout le monde qui voulait nous voir, puis on était en COVID, des gens qui voulaient avoir des nouvelles. Alors, il y a des fois que lui a pris le relais. Exemple, une fois, il a dit, Nancy est plus fatiguée ces temps-ci. Elle adore recevoir vos messages, mais elle ne répondra pas parce qu'elle se repose. Mais n'hésitez pas. Fait que là, lui, il servait d'intermédiaire dans ce cas-là. J'ai reçu des petites pensées. J'ai même reçu des cadeaux de gens que je n'avais jamais vus. Par l'intermédiaire de quelqu'un. Moi, je trouve que c'est toutes des formes de soutien. Les gens me voyaient et ils me disaient, mon Dieu, que tu es forte. Puis je me disais, c'est sûr que c'est cette vague-là. C'est sûr que c'est tout ce soutien-là sur plein de formes. Des fois, les gens me laissaient une petite boîte de chocolat à ma porte, puis ils partaient, puis là, ils m'écrivaient un petit message, puis là, j'allais ouvrir la porte. Des livraisons, des repas. Fait que c'est un soutien qui se démontre, dans le fond, de différentes façons. Oui, j'étais très choyée. Merci beaucoup. Je pense que c'est ça, ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a différentes formes de soutien. Et c'est ça, puis le type de soutien dépend aussi de la personne qui l'offre d'un sens. Merci beaucoup pour vos partages. Et Julie, je te cède la parole pour la suite. Ça va me faire plaisir. Je vais repartager mon écran. Et Nouma, tu me fais signe? Oui, je vois ton écran. Merveilleux. Donc, on va regarder maintenant un peu plus les besoins, les principaux besoins des personnes proches aidantes. Puis, d'emblée, je pense que c'est Carole qui l'a nommé, les besoins ils évoluent aussi
à travers l'accompagnement sont pas les mêmes au début, au milieu, à la fin d'une trajectoire de personnes proches aidantes. Nous, on parle souvent de trajectoire parce que pour certaines personnes, être proche aidant, ça peut être très court dans le temps, très intense, mais très court. Pour d'autres, c'est plus des marathons et c'est sur plusieurs mois, plusieurs années. Donc, c'est sûr que les besoins des personnes proches aidantes sont diversifiés et au fil des études qui ont été réalisées auprès des personnes proches aidantes, on a vraiment réussi à regrouper les besoins en quelques grandes catégories. Donc, c'est sûr qu'il y a des besoins d'information. On a besoin de comprendre la maladie, comprendre ce qui s'en vient, comprendre ce qui va se passer. Alors, souvent, en début de parcours, on est très, très, très à l'affût et à la recherche d'informations. On a aussi des besoins de formation. Il y a des personnes proches aidantes qui ressentent le besoin d'être outillées pour bien intervenir auprès d'une personne aidée. On a besoin parfois d'être formé pour donner des soins médicaux à la maison quand il y a une hospitalisation à domicile, quand il y a une convalescence à domicile. Parfois, on va même être appelé à prodiguer des soins qui sont habituellement prodigués par les professionnels du réseau de la santé. Donc, on a besoin de se sentir apte. Alors, on veut suivre une formation. La personne proche aidante a besoin de soutien psychosocial. Tantôt, je pense que c'est Nancy qui le nommait, a besoin de soutien psychologique. Ça peut être sous une forme individuelle. On veut rencontrer un psychologue, on veut rencontrer un intervenant un à un, on veut être dans la confidentialité, dans quelque chose de vraiment très, très, très individuel, mais on peut être aussi dans une recherche là, de modalités plus de groupe. On a besoin d'échanger avec d'autres personnes proches aidantes par rapport à ce qu'on vit. Donc, on va aller rechercher des groupes de soutien ou des forums en ligne. Donc, il y a toutes sortes de modalités qui peuvent aussi offrir du soutien psychosocial aux personnes proches aidantes. Bien entendu, je l'ai nommé plus tôt dans les statistiques, la plupart des personnes proches aidantes travaillent. Donc, de la flexibilité en emploi, c'est important. Il faut que les employeurs soient aussi sensibilisés à la réalité des personnes proches aidantes parce que l'accompagnement aux rendez-vous médicaux, ben, c'est exigeant, il faut prendre congé, il faut demander de quitter le travail plus tôt, il faut rentrer plus tard, il faut prendre une journée. On n'a pas une banque inépuisable de vacances, puis ce n'est pas tous les employeurs qui nous offre cette flexibilité-là. Ou si on est un jeune proche aidant, on a aussi besoin de flexibilité dans le cadre de nos études. Est-ce que je peux avoir un délai pour remettre un travail? Parce que là, en ce moment, j'accompagne ma maman qui a le cancer. Donc, il y a vraiment toutes sortes de besoins là, en lien avec la flexibilité, que ce soit au travail ou aux études. Bien entendu, des services de répit, c'est ce que nomment très régulièrement les personnes proches aidantes. C'est exigeant. On a besoin de temps pour soi, on a besoin de temps pour se ressourcer, donc des petites périodes de répit. Il y en a de toutes les formes. Si on est à domicile, si on habite avec la personne aidée puis qu'elle a des besoins tellement grands qu'on ne peut pas la laisser seule, à un moment donné, on n'est pas un super-héros, on ne peut pas faire ça tout seul. Donc, on a besoin de relève, on a besoin de gens qui viennent prendre la relève pour que nous, on puisse souffler un peu. Et bien entendu, la proche aidance, ça a assez rapidement des impacts sur les finances. Donc, du soutien financier et matériel, c'est aussi des besoins qui sont largement identifiés là, et nommés par les personnes proches aidantes. Si on quitte notre travail de manière temporaire pour une période X, bien, ça a un impact sur notre budget. Si on doit faire des kilomètres en voiture pour accompagner une personne à ses rendez-vous, à son traitement de chimio, avec le prix de l'essence, actuellement, je vous jure que ça apparaît sur le budget d'une personne proche aidante. Ce pas des choses qu'on prévoit, on n'a pas nécessairement un petit fonds de réserve pour ce genre de choses. Donc c'est effectivement plusieurs besoins qui sont nommés par les personnes proches aidantes. Et comme effectivement, Carole le nommait, ça évolue dans le temps. Donc, selon qu'on est en début de trajectoire, en début de parcours, bien, il faut qu'on encaisse un peu le diagnostic. Nous aussi, la personne aidée, évidemment, c'est elle la première concernée, mais comme personne proche aidante, nous aussi, on a besoin de digérer cette nouvelle réalité-là. Ça peut remettre en perspective tous nos projets qu'on avait faits avec la personne aidée. Bref, c'est un choc pour la personne proche aidante également. Elle veut comprendre la maladie, elle est en mode planification. Est-ce qu'il y a des aspects légaux à regarder? Est-ce que c'est un
un diagnostic incurable? Est-ce que, donc, vers quoi on s'en va? Donc, j'ai besoin de me préparer. Donc, c'est un peu, on est un peu surexcité, là. Il y a comme beaucoup de choses à réfléchir, à penser. Fait que on est un peu surstimulé là, en début à cette période-là. On cherche du soutien. À qui je vais pouvoir demander du soutien? Est-ce que j'ai des personnes dans mon entourage? Est-ce qu'il y a des services qui existent pour nous? Est-ce qu'il y a une association qui peut nous réunir par rapport à cette problématique-là ou cette pathologie-là? Et bien entendu, dans certains cas, il faut aussi penser à adapter le domicile parce qu'il va y avoir des pertes physiques, des incapacités. Donc, c'est toutes des choses auxquelles on va être très aux aguets en début de trajectoire. En milieu de parcours, parfois, on veut aller un petit peu plus loin parce que la maladie progresse, puis il y a des défis supplémentaires qui se présentent, puis on veut disposer des bonnes stratégies de communication selon la pathologie de l'aider, bien entendu. On veut réussir à maintenir un équilibre entre les différentes sphères de nos vies. On ne peut pas être qu'une personne proche aidante. Il faut aussi continuer à s'investir dans les autres rôles sociaux qui sont importants pour nous et qui nous nourrissent. On a besoin de bénéficier de périodes de répit, surtout si on est dans un parcours qui dure depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Il y a encore des démarches administratives à gérer. On veut planifier le présent, on veut être dans le moment présent, mais il faut aussi penser à l'avenir. On a du stress qui s'accumule compte tenu de plein de facteurs, des soucis financiers, etc. Donc, il faut être capable de poser nos limites et on a besoin aussi de parler de notre vécu. Bien entendu, pas seulement en milieu de parcours, toujours tout au long du parcours. En fin de parcours, s'il y a une fin de vie qui s'approche, bien entendu, ou des incapacités qui grandissent, il peut y avoir le fait de devoir évaluer si un changement de milieu de vie s'impose. Il y a des deuils à gérer, il y a des réactions de l'entourage qui aussi, des fois, nous impactent, nous, comme personnes proches aidantes. Participer à la gestion de fin de vie de son proche, donc prendre des décisions difficiles, avoir des discussions difficiles, bénéficier de soutien, préparer l'après proche aidant, parce qu'effectivement, si on a été proche aidant à temps plein pendant X temps, ça a occupé toute la place dans notre vie, on a complètement mis de côté certaines choses dans notre vie, puis là, oups, la personne est décédée, il faut se réapproprier un peu nos autres rôles sociaux qu'on joue dans la vie autre que d'être une personne proche aidante. Donc, voilà un petit tour d'horizon des besoins. Rénouma, je te cède la parole pour poursuivre. Merci beaucoup, Julie. Alors, j'ai une question pour Carole et Claude-Antoine. Je vais commencer par Carole. Donc, qu'est-ce qui t'a aidé à mieux soutenir Brigitte? À vrai dire, c'est sérieusement, c'est pas à cause que vous êtes là, mais c'est à cause de cancer de l'ovaire. J'ai découvert, ils nous disent de ne pas aller trop à Internet pour fouiller parce que ça devient négatif. Mais c'était vraiment une richesse, c'est un bijou. Cancer de l'ovaire, je me souviens, on était en chemin à Berry, puis il me semble que c'est une de vous, vous m'aviez rappelé pour voir comment on allait, puis c'était juste pas un bon temps, alors on s'est reparlé par la suite. Puis vos ressources, tu sais, le dialogue, Dialogue, oui. Notre forum de discussion. Ouais. Ça, le petit livret, là, la ressource. Le guide avec vous? C'est ça, guide avec vous, puis bel et bien dans sa peau. Puis le fait qu'on est bilingue, on peut aller aux deux ressources, mais vraiment, ça a beaucoup aidé. Puis je pense à une de vos sessions, Karine Lejeune, l'auteur. Elle nous a jasé ce soir-là. Puis encore, on a quand même gardé contact avec elle. Fait que c'est des mentors, c'est des ressources. Moi, c'est ça qui m'a aidé. Ça me garde. Donc, toi, ce qui t'a aidé, c'est d'aller chercher les ressources pour t'aider à aider Brigitte. C'est ça. Oui, puis en même temps, quand elle a découvert Karine Lejeune, c'était mon inspiration. Parce que dans le temps de mon cheminement, j'ai dit à Carole, non, je suis correcte. Il y en a qui sont encore plus pires que moi. Regarde Karine, son histoire. C'est elle qui m'a inspirée. Oui. Wow. Et toi, Claude-Antoine, qu'est-ce qui t'a aidé à mieux accompagner Nancy? Moi, c'était un peu plus vers moi, ça que j'ai pris ça. J'avais la chance d'avoir un bon cercle d'amis qui étaient proches, disponibles, puis j'avais leur appui. Puis j'ai un ami qui a vécu une situation pas facile non plus, auquel je me référais beaucoup. Il était très présent. On réussit à s'évader
en sortant du cadre quotidien de la maladie un peu. On cuisinait beaucoup avec les enfants. On se faisait des soirées où on cuisinait les enfants et moi pour Nancy. On se faisait du barbecue. On avait beaucoup de discussions, puis on essayait de sortir de ça pour avoir un autre esprit en tête. Puis j'ai toujours, comme Julie disait, j'ai une bonne patronne, puis j'ai la chance au travail de faire du télétravail. Fait que j'avais la chance et la flexibilité de pouvoir conduire Nancy à ses rendez-vous, ses traitements. Je ne pouvais pas l'accompagner à l'intérieur de l'hôpital, mais on voulait être proche. Si quelque chose arrivait ou quoi que ce soit, se sentir plus proche. Alors souvent, il m'arrivait d'attendre plusieurs heures dans l'auto. Elle ne savait pas trop loin. Puis entre-temps, ben, je faisais de la lecture sur le sujet. Alors, c'est un peu comme ça que j'ai réussi de mon côté. Merci beaucoup, Claude-Antoine. Et Nancy, si je te posais la question, qu'est-ce qui a été le plus utile en termes de soutien pour toi et qu'est-ce qui a été peut-être un peu moins utile? Tu sais, on sait que les gens sont toujours bien intentionnés, mais il y a peut-être des choses qui ont été un petit peu moins utiles là, dans ton parcours. Bien, en fait, moi, au début, il y a eu la psychologue là, du CHUM là, avec qui j'ai fait des séances et tout ça. Puis, il y a un certain moment donné où j'ai senti que j'avais plus le goût de retourner à une vie normale. Alors, ce soutien-là, c'est sûr que quand elle était là, eux ont souvent une façon de nous faire parler. Fait que souvent, ça me mettait comme dans l'émotion ou quoi. Fait que j'ai eu cette période-là où ça me fait du bien. Mais à un moment donné, je me suis dit, non, là, je veux retourner à ma vie normale. Je sais que la ressource est là et quoi. Je me disais, si j'ai besoin. Ce qui est plus utile, je vous dirais aussi, c'est peut-être plus comme... C'était drôle, il y avait des sujets spécifiques que j'allais vers des personnes spécifiques. Puis, bon, par exemple, mes parents, selon la relation que j'avais avec eux et tout, eux, ils étaient là pour me changer les idées, tu sais. Fait que c'était la COVID, on faisait des choses dehors, des choses comme ça. Mais c'est pas des gens à qui j'allais me confier de mes angoisses parce que je voulais comme les protéger. J'ai, tu sais, des gens, mettons, des amis qui sont plus dans le milieu médical. Fait que des fois, je posais des questions, puis ces gens-là me connaissent. Fait que là, ils disaient, bon, là, tu t'en vas vers l'anxiété. Puis là, ils me ramenaient. Fait que quand c'était eux qui me parlaient, je me disais, eux, ils parlent plus en termes scientifiques, ils savent, je leur faisais confiance. Fait que je te dirais que les ressources étaient vraiment comme un peu variées. Puis pour les ressources de Over Canada, justement, moi, ça a été comme un peu long avant que je les découvre parce que justement, comme Carole disait, on disait, va pas voir. Puis quand je voyais des chiffres, tout ça, je stressais. Puis je me disais, j'aime mieux pas savoir. Je ne sais pas, mon espoir reste. Fait que j'ai été bien longtemps avant d'aller voir des ressources. Mais à un moment donné, comme les traitements allaient bien, tout allait bien, puis c'est là que je suis allée. Puis je me dis, wow, il y a beaucoup de ressources en ligne et tout ça. Mais selon le timing, que je dirais. Merci beaucoup, Nancy. Et toi, Brigitte, si je te posais la question, qu'est-ce qui a été utile et un peu moins utile en termes de soutien dans ton parcours? Moi, je dirais que ce qui a été plus utile, c'est le groupe d'amis. J'ai un groupe d'amis, un gros groupe d'amis. Ils sont extraordinaires, sont toujours là comme à l'aide. J'ai eu de la misère à accepter l'aide, mais avec Carole, j'ai su demander comment et à qui demander de l'aide. C'était dur parce que j'aime donner. J'ai eu de la misère à recevoir, aussi tant que j'avais la gratitude pour. Et puis, la grosse affaire aussi pour le soutien, c'était la nature. Vu que j'étais diagnostiquée au mois de mai, le camping, c'est mon paradis. La nature, c'était quelque chose que j'étais capable d'aller là toute seule, me vider, repenser, être positive. Même, j'ai diagnostiqué au mois de mai, au mois de novembre, j'attendais pour la neige. Je n'étais pas capable. J'ai dit, je m'en vais en raquette, je fais de la raquette, que même au mois de janvier, mon oncologue avait dit, OK, Brigitte, là, c'est le temps, on fait de l'exercice. Puis là, je me rappelle qu'il m'avait dit, OK, tu vas commencer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Mais d'habitude, je fais de la raquette pour 3 heures, mais j'étais rendue au mois de janvier à 1h30. So, pour moi, c'était un gros accomplissement. Puis même là, l'oncologue a dit, OK, Brigitte, tu es en avance, continue. Vas-y, arrête pas, fonce. J'ai foncé. So, comme je dis, la nature, c'était pour moi. Et en même temps, mon gros soutien, c'est encore Carole.
comme, j'ai eu des moments difficiles. Elle me les a éliminés. Comme, elle était là pour m'encourager, écouter, juste écouter. Comme, oui. Je me souviens, au Vert Canada, quand je l'avais découvert, je disais, oh, Brigitte, il y a quelque chose ce soir, une belle petite présentation. Puis pour elle, elle n'était pas rendue là, puis c'était correct. Je respectais, mais je lui disais, c'est bel et bien, on fait des exceptions pour le maquillage, les cheveux. Puis au début, tu peux continuer. Oui, au début, c'est ça que je disais. Oh, Carole, tu vas t'arrêter? Comme, comme, qu'est-ce que tu regardes? Es-tu prête? J'ai trouvé de l'information. Puis là, j'étais là, j'ai dit, OK, Carole, arrête, j'en ai trop. Puis en fin de compte, après que j'ai repris de la force, j'ai rentré dans l'information que Carole me donnait. Puis là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de ressources à aller voir. Et puis, je m'ai impliquée même avec Bel et Bien dans sa peau et d'autres ateliers. J'étais là, j'écoutais, je ne disais rien. Mais là, je me suis impliquée. Puis j'ai su aussi qu'on n'est pas seul. Il y a d'autres personnes comme moi. T'sais. Puis je voulais juste, j'avais hâte de vous le montrer. C'est juste que l'année passée, à ce temps-ci de l'année, à mes sorties surprises, il y a de l'espoir parce que voici qu'est-ce que j'avais de l'air l'année passée. Oui, on voit, oui. Ouais. Wow. Ouais. Ça, c'est exactement un an passé. Wow. So, le soutien dit beaucoup et puis être positive, c'est beaucoup. C'est important. Comme Nancy. Ouais. La positivité est quelque chose qui est ressorti avec Nancy aussi. Donc, on voit que c'est très important. Et Brigitte et Carole, comment votre... On voit clairement que vous formez une super équipe, mais comment votre relation a évolué depuis le début? Carole est une belle sœur, mais est encore plus qu'une belle sœur. On s'est accroché vite, on s'est accroché fort. Et puis, je suis capable de me confier en elle. Je sais qu'elle est discrète quand je veux que ce soit privé. Je me confie, elle me comprend, on se comprend. Et puis, je suis choyée que j'ai Carole comme belle-sœur et soignante et encore plus. Je peux dire qu'elle est une sainte. Ah non, dis trop, là. Non, mais c'est... C'était pas difficile du tout. Je veux dire, non, c'est pas vrai que c'était pas difficile, mais Brigitte, c'est une personne douce, puis elle avait juste besoin d'un petit coup de pouce, c'est tout. Puis ça a évolué dans le sens qu'on a toujours été proches. J'ai jamais eu de sœur. Fait que moi, 3 frères, j'ai toujours été à la recherche d'une grande sœur. Fait que dès qu'elle a rentré dans la famille, pour moi, c'était une grande sœur. Puis là, on est plus comme sœur, homme-sœur. C'est wow. fun. En tout cas, vous avez une très belle relation, là. On le sent. Nancy, on l'a abordé un peu, mais est-ce que comme le besoin de soutien a évolué selon le contexte, mettons au moment du diagnostic versus en traitement versus post-traitement? Si oui, comment ce besoin a évolué? Oui, c'est ça. Je vais peut-être me répéter un petit peu, là, mais oui, au début, il y a la période de l'annonce où est-ce que le psychologue a besoin, là, parce que c'est dans une période de choc, dans le fond. Ça m'a aidé. Moi, je t'inquiète pour mes enfants, je t'inquiète pour mon conjoint. La psychologue m'a aidé pour ce côté-là. Après ça, ça, comme je disais au début, je n'allais pas voir rien sur Internet quand j'ai commencé à y aller, mais là, je me suis aperçue qu'il y avait des activités. Puis au départ, je pensais que les activités, je ne sais pas si c'était comme du déni, là, mais au départ, je me disais, je ne veux pas être comme dans la maladie puis tout ça. Fait que mais là, quand j'ai dit, je me dis, ces gens-là, s'ils font, j'imagine que je ne suis pas la seule à penser comme ça. Puis s'ils font des activités pour les personnes qui ont le cancer, ça doit être adapté pour ça. Alors là, je me suis inscrite à la kiné, j'ai fait du yoga, les ateliers d'écriture, l'écriture. Et là, j'ai découvert des personnes extraordinaires, des activités extraordinaires qui me faisaient comme un peu sortir ma créativité, sortir d'un peu de tout ce qui était comme de la maladie. Là, c'était plus dans le côté créatif. Ça aussi, de prendre soin de moi, ça me faisait du bien. Fait qu'il y a eu toutes ces activités-là. Ensuite,
Je pourrais dire que quand j'ai fait mon premier symposium, là, je pense que c'était le 8 mai 2021, j'étais comme passée à travers. Et puis là, quand j'ai entendu toutes les nouvelles sur les recherches qui se faisaient, là, j'ai eu un high incroyable. Puis ça a été comme c'était le soutien qu'il me fallait pour. Après ça, je vous dirais que j'ai été une période où est-ce que j'ai gardé peut-être comme la kiné parce qu'il fallait bouger tout ça, mais à un moment donné, ma vie est revenue avec le travail et tout ça un peu à la normale. Mais c'est très rassurant de savoir que toutes ces ressources-là existent. Tu sais, comme Claude-Antoine, tout le temps, je savais qu'il était là, même si des fois, peut-être j'en avais moins besoin ou moi, j'avais besoin d'être dans ma bulle, il était là. Puis, je sais qu'il y a plein de ressources. Fait que juste ça, c'est rassurant. Ouais. Nancy, Merci beaucoup. Oui. J'ai juste une petite question. Les activités dont tu parles, est-ce que c'est avec Ovaire Canada ou c'est juste dans votre communauté? C'était avec ces virages qui est la fondation du CHUM. Mais je sais qu'il y a aussi des activités avec la Société canadienne du cancer aussi. Mais on pourra s'écrire si tu veux. Oui. Est-ce que c'est en ligne ou c'est en présentiel? Oui. Okay. C'est en ligne, oui. C'est bon. Mais pour moi, ça me convenait parce que je suis pas proche. Oui. Et alors, merci beaucoup, Nancy. Ici, Brigitte, je te posais la même question. Est-ce que ton besoin de soutien a changé depuis le début? Ah oui, parce qu'au début, j'étais collée chez Carole. Carole fait ci, Carole fait ça, trouve ci, trouve ça. À la longue, ben, c'est parce que j'étais comme... Pardon? C'était fait. J'étais faible, tout ça, je me fiais sur elle. À la longue, ben là, c'est comme d'autres choses, on dédie, tu sais. Puis là, j'ai été voir d'autres amis pour certains, comme des activités. OK, là, je suis capable de faire ça avec elle. Là, je vais faire ça avec un autre, tu sais, je veux dire. Puis à force d'être plus forte, on a plus l'intention de s'avancer, de foncer, de faire d'autres choses, puis essayer de revenir au normal, aussitôt que le docteur nous disait que à 95%, je ne vais pas devenir la Brigitte d'avant. J'ai accepté la nouvelle moi, la nouvelle Brigitte. Il faut. Puis avec les soutiens, avec les ressources, tout ça qu'on a trouvé, ça nous aide à comprendre la maladie. La seule chose que j'ai eu de la misère, à comprendre, que j'ai trouvé ça difficile, c'est que les gens ne comprennent pas nos sentiments, comme nos émotions, notre fatigue, nos capacités, nos habilités. C'est dur à expliquer, comme la fatigue. Quand j'étais normale, quand tu travailles, tu es fatigué. Mais là, à cette heure, quand je fais quelque chose, c'est pas la même sorte de fatigue. Ils disent « Ah, c'est correct. » Non, c'est pas correct parce que avant que je commence une activité, il faut que je me repose peut-être 45 minutes, 1 heure avant. Avant, j'étais comme « OK, let's go, on va faire ci. » Même chose à la maison ou au travail, j'étais capable de faire 3-4 activités en même temps. Mais là, c'est comme « Ah, aujourd'hui, il faut que j'écris. Ah, j'ai fait ça aujourd'hui. Ben, l'autre qui n'est pas fait, on va faire ça demain. » C'est comme ça. Il faut juste gérer différemment. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Julie, je te laisse la parole pour continuer. Absolument. Donc, je vais vous partager, je vais vous parler un peu plus des conséquences, des principales conséquences du rôle de personne proche aidante et aussi des défis des personnes proches aidantes. Donc, on voit mon écran, super. Oui. Donc, ça s'en vient. Donc, c'est sûr qu'il y a des conséquences d'être dans un rôle de personne proche aidante. On a des proches aidants visiblement très résilients ce soir avec nous, mais certainement qu'ils ont, bien entendu, vécu de l'inquiétude. Ils ont probablement aussi été à certains moments plus angoissés ou plus stressés. Il y a de la fatigue qui peut s'installer quand on joue un rôle de personne proche aidante. Dans certains contextes, ça peut être très exigeant. On peut avoir de la difficulté à dormir à cause de l'inquiétude, à cause du stress, de l'anxiété. Dans certains contextes, ces émotions-là que l'on vit vont nous amener à être plus irritables ou même être en colère par rapport à la situation. On peut vivre beaucoup de colère par rapport à un diagnostic. On peut trouver que c'est injuste. On peut vivre des émotions très fortes.
Dans certains contextes de proche aidance, je vous dirais plus peut-être proche aidant d'aînés qui ont un trouble neurocognitif, la maladie est tellement envahissante et puis il peut se créer des situations où même la personne proche aidante peut, de manière non intentionnelle, absolument non intentionnelle, être maltraitante parce qu'elle est impatiente, parce qu'elle se fait poser les mêmes questions de manière répétitive à longueur de journée. Donc, ça peut nous amener dans des zones où nous-mêmes, comme personnes proche aidantes, on pourrait être impatient, on pourrait bousculer, on pourrait de manière complètement non intentionnelle. Donc, c'est sûr que le rôle de personne proche aidante peut nous mettre à risque d'être maltraitant vis-à-vis de la personne aidée. C'est des choses qui arrivent. Il y a le sentiment d'être débordé qui peut se présenter également. Puis ces choses-là peuvent aussi avoir à la longue un effet sur l'état de santé. La personne proche aidante peut voir son état de santé se dégrader dans ce contexte-là. Il y a de l'isolement qui peut être vécu aussi. Il y a certains contextes de proche aidance qui sont plus difficiles à assumer à la face de l'entourage, de nos amis. Il y a des contextes de proche aidance où on est dans de la dépendance, dans de la toxicomanie, dans des problématiques de santé mentale. Et ça aussi, c'est des facteurs qui viennent un peu complexifier la situation et qui peut effectivement créer de l'isolement chez la personne proche aidante. Bien entendu, il peut y avoir des retards, des réductions des heures de travail, de l'absentéisme au travail, de l'absentéisme scolaire, des risques de report ou d'abandon des études. Donc, ça, c'est des choses très pragmatiques, très concrètes qui peuvent se passer. Au-delà de ces éléments-là, il y a de la transformation de la relation. Parfois, la maladie a de grands impacts sur les activités qu'on peut faire avec la personne aidée. Ça peut avoir des impacts sur notre intimité. Donc, beaucoup d'impacts. Et évidemment, j'ai parlé un petit peu plus tôt là, des impacts financiers. Donc, certaines personnes proche aidantes vont vivre de l'appauvrissement si elles cessent d'aller travailler, elles cessent de cotiser à des régimes de retraite. Ça peut les impacter à très, très, très long terme. Donc, plusieurs conséquences qui peuvent être vécues par les personnes proche aidantes. Mais il y a aussi des aspects positifs. Il ne faut pas voir cette réalité-là de manière trop négative. Ça enrichit la relation au sein de la DIAD. Je pense qu'on a des beaux témoignages ce soir à cet égard-là. Il y a un sentiment de valorisation accrue. Les personnes proche aidantes nous disent on se sent très utile dans notre rôle de personne proche aidante. Je découvre des forces insoupçonnées. Je découvre en moi une résilience puis une capacité d'adaptation que je ne croyais pas avoir. Je fais des apprentissages aussi comme personne proche aidante, puis je fais même des apprentissages que je peux transposer dans d'autres sphères de ma vie. Je ne pensais pas que j'étais quelqu'un de particulièrement patient. Là, tout d'un coup, je me rends compte que je suis très patiente. Donc, bref, il y a des apprentissages que l'on fait. Ça peut nous contribuer à développer notre confiance en nos propres aptitudes, de se sentir simplement utile. Et ça enrichit parfois même la dynamique au sein de la famille et avec l'entourage, parce que dans le fond, il faut parler de certaines choses, il faut gérer parfois des malentendus ou des conflits ou des opinions différentes sur les choses qu'on devrait faire. Fait qu'en travaillant en équipe, ça solidifie parfois les relations, les liens au sein de la DIAD, de la personne proche aidante et de la personne aidée, mais plus largement avec les enfants, avec les parents, avec les beaux-parents, etc. Je pense que, oui, il y avait des défis. Je voulais vous parler des défis, puis après, je vais repartir la parole à Rima. Donc, c'est sûr qu'il y a des défis. Se reconnaître comme personne proche aidante, c'est pas tout le monde qui aime ce terme-là. Puis souvent, c'est parce que la proche aidance, ça s'inscrit dans une relation de couple, une relation au sein d'une famille. Donc, ça s'inscrit dans des solidarités intrafamiliales, ce qui fait qu'on a tendance à dire, je ne suis pas proche aidante, je m'occupe de ma mère, je l'accompagne pour ses rendez-vous médicaux, ses commissions, je lui prépare quelques repas par semaine, mais tu sais, je ne suis pas proche aidante. Ou, tu sais, c'est ma conjointe, c'est normal que je prenne soin d'elle, c'est ça qu'on s'est promis, c'est notre engagement. Donc, les gens ont souvent ces réflexes-là. Donc, se reconnaître, c'est un défi. Être nécessairement reconnu, parce que si nous-mêmes, on ne se reconnaît pas, les autres ne nous reconnaissent pas comme tel non plus. Être soutenu par notre entourage, parfois, ça peut être un défi. Des fois, la maladie éloigne les personnes. Trouver et obtenir les services appropriés dans son milieu,
amener la personne aidée à accepter les services. C'est Brigitte tantôt qui disait qu'elle avait eu de la difficulté à demander de l'aide. Donc, la personne proche aidante, des fois aussi, elle a un travail à faire pour accompagner la personne aidée à accepter de recevoir de l'aide. Découvrir, exprimer, accepter nos limites en tant que personne proche aidante, prendre du temps pour soi, concilier le travail, les études, la famille, la proche aidante, et demander à accepter de l'aide. C'est aussi de nombreux défis que rencontrent les personnes proches aidantes. Rénoma, je te cède la parole. Merci beaucoup. Alors, Carole, si je te posais la question, quels défis as-tu rencontrés? Si tu as rencontré des défis, ça serait lesquels? Oh ben, J'étais une bonne patiente. oui, elle était une bonne patiente. On se taquinait. Non, défi, il y a un défi, je vous en avais déjà parlé. Règle générale, les professionnels très ouverts, très accueillants. Je suis une personne, tu veux toujours plaire, mais là, devant l'équipe médicale, toujours peur de brusquer ou de trop parler. Alors, mais j'ai jamais eu ce sentiment-là avec l'oncologue, avec médecin de famille même, excellent. Il y a juste une personne rendue à Barrie, Ontario, l'hôpital. Il fallait aller la journée avant pour comment on dit ça, là? Pré-s'enregistrer. Ouais, s'inscrire, là, je ne sais pas, répondre aux questions, mais en tout cas, une madame, une infirmière, elle a regardé Brigitte dans le fauteuil roulant, puis elle a dit, « Tu es capable de parler? » Elle a dit, « Tu viens avec moi. » Puis là, je me suis sentie tellement mal. C'était la première madame ou première professionnelle à agir de cette façon. Puis ce que je voulais qu'elle sache, c'est que c'est pas juste physique, c'était aussi pour la langue, parce que c'est en anglais. Et notre langue, c'est le français. C'était important qu'on soit deux. Oui, c'était temps de COVID, puis les locaux étaient petits. Si elle avait dit ça comme ça, peut-être, mais elle était juste moins accueillante, disons. Mais à part ça, c'était un défi pour moi parce que tu ne sais pas trop comment réagir. Je n'ai pas eu le choix. Elle était partie. Puis là, après, ben là, elle avait besoin de mon aide. Mais tu sais, on en rencontre de toutes sortes. Alors, mais à part ça, non. C'était vraiment le seul défi. Puis c'est loin. C'est 9 heures de route. C'est très, très loin. Elle était très faible. On devait arrêter beaucoup de fois. Elle ne mangeait pas beaucoup. C'était inquiétant, mais on devait se rendre parce qu'on s'était mis d'accord. C'est à peu près ça. Merci beaucoup. Et toi, Claude-Antoine, est-ce que tu as rencontré des défis? Oui, il y a des choses, un défi, c'est quelque chose qu'on trouve difficile. Pour moi, l'annonce du diagnostic aux enfants et aux proches a été solidement difficile. Ça a été tout un défi, ça. Après ça, ben, il y a plein de choses qui te passent par la tête. Fait que tu vois, ça se bouscule. Gérer mon temps, mon horaire, c'était quelque chose qui était un défi. Heureusement, j'ai une bonne patronne, comme j'ai dit. L'autre chose, tentais d'aider Nancy dans la paperasse quotidienne. C'est plus une tâche qui revient à elle, ça. Puis ça, c'était une tâche pour moi. Fait que ça, c'était quelque chose. Puis l'autre affaire, c'était de fournir de l'aide, un soutien à Nancy sans être achalant, sans rentrer dans sa bulle nécessairement, parce qu'elle aussi, elle veut avoir son espace, son moment, des fois. Alors ça, c'était un défi. Je voyais qu'elle ne filait pas, exemple, un peu plus down. Mais fait que ça, c'est la partie un peu plus défi à relever, là, que j'ai trouvé un peu plus dur là, de mon côté. C'est 3-4 points-là que j'ai trouvé plus dur. Merci beaucoup. Là, je vois que le temps file et on a une question d'une participante. Je vais la prendre tout de suite parce que c'est un peu en lien avec la prochaine section dont Julie allait présenter. Donc, il nous reste 2-3 minutes à la séance. Alors, la question pour Julie, comment un aidant peut-il gérer son sentiment de culpabilité lorsqu'il se sent dépassé par son rôle d'aidant et qu'il a envie de se concentrer sur lui-même? Donc, Julie, je te laisse un gros 2 minutes pour répondre à la question. Effectivement, c'est quelque chose que l'on entend beaucoup à la ligne Info Aidant ici au Québec. Le sentiment de culpabilité peut être envahissant. Donc, je dirais que la première chose, c'est d'être capable d'en parler. Puis c'est difficile d'en parler à la personne aidée parce que disons que c'est pas nécessairement à cette personne-là qui va pouvoir recevoir ça
Donc, moi, j'invite beaucoup les personnes proches aidantes si elles n'ont pas une amie ou quelqu'un dans leur entourage à qui se confier, il existe des services dans les communautés, il existe des regroupements de personnes proches aidantes, il existe des associations comme Cancer de l'ovaire Canada, il existe des intervenants qui sont là pour offrir du soutien psychosocial. Nous, au Québec, on est chanceux, on a Info Aidant, donc mon équipe est là 7 jours sur 7, de 8h à 20h pour justement recevoir, accueillir, entendre ce sentiment de culpabilité, puis d'aider les gens, justement, d'aider les personnes proches aidantes juste à cheminer. Parce que dans le fond, c'est un cheminement d'être capable de se défaire progressivement de ce sentiment de culpabilité-là, de se prioriser aussi, parce que dans le fond, il faut déconstruire certaines choses dans notre esprit par rapport à trop vouloir aider. On se met à risque nous-mêmes de ne plus être en mesure de jouer notre rôle de proche aidant. L'image que je donne, que j'aime bien utiliser, c'est qu'est-ce que nos agents de bord nous disent à bord d'un avion. C'est que si y a un crash, il faut d'abord mettre notre masque à oxygène avant de mettre le masque à oxygène à notre enfant. Mais c'est un peu le même principe en proche aidant. C'est que si nous, comme personnes proches aidantes, on ne prend pas du temps pour soi, on ne se réserve pas des espaces pour se ressourcer, on risque de vivre de l'épuisement, on risque de vivre de l'usure de compassion, de la fatigue de compassion, on risque de nous-mêmes tomber malades avant même d'avoir traversé cet épisode-là d'accompagnement de la personne aidée. Donc, on ne se rend pas service, on ne rend pas service à la personne aidée. Il faut un peu déconstruire nos schémas psychologiques pour apprendre à se prioriser, apprendre à trouver un équilibre, trouver des espaces. Essayez toujours d'avoir dans chacune de vos journées un moment qui va vous faire plaisir, un moment, quelque chose, que ce soit une chanson qu'on écoute en allant prendre une marche, ça peut être des toutes petites choses, mais il faut à chaque jour trouver quelque chose pour se régénérer, pour retrouver notre énergie, pour se ressourcer. C'est extrêmement, extrêmement important. Merci beaucoup pour ces sages paroles très importantes. Je pense qu'on pourrait en parler encore pendant des heures, mais malheureusement, notre temps est écoulé. Donc, j'aimerais remercier Julie pour ta présentation super informative. Merci beaucoup aux panélistes pour cette discussion super enrichissante. Puis, je dois dire, vous formez vraiment des beaux duos. Alors, sur ce, allons prendre une petite pause. Donc, on se revoit dans 5 minutes. Donc, allez boire un verre d'eau, un petit tour à la salle de bain et on se donne rendez-vous dans 5 minutes. Donc, à 19h22, là, on est de retour ici.